pour commencer, je vous propose de revenir aux origines de l'exil des religieuses anglaises afin de mieux saisir les enjeux de cette présentation. Pour ce faire, il faut remonter au XVIe siècle, en 1536, lorsque le monarque Henri VIII, soucieux d'affirmer son nouveau statut de chef d'Angleterre, ordonne la dissolution des monastères installés dans tout le royaume. Ainsi, pendant 4 ans, ce ne sont pas moins de 850 établissements religieux, dont 142 couvents de femmes, qui sont fermés et leurs biens confisqués, achevant pour un temps l'histoire du monachisme sur le sol anglais. Suite à cette dissolution massive, entre 1500 et 2000 religieuses anglaises se voient forcées de se réintégrer à une société ne concevant pas que les femmes puissent évoluer en dehors du foyer familial. À ce moment-là, les moniales, qui ne disposent que de faibles moyens financiers, contrairement aux moines qui sont dotés de pensions qui sont beaucoup plus généreuses, les religieuses, elles, n'ont que des pensions qui sont limitées, voire pas de pension du tout, ce qui ne leur permet pas, en réalité, de retrouver un rythme de vie autonome sans leur famille. Donc, seulement 2 options envisageables dans le cadre de cette réinsertion. Donc, la sécularisation, par le mariage notamment. Et cette notion de sécularisation, c'est l'historienne Helena Guimard qui a travaillé dessus dans sa monographie récente, L'adieu aux ordres. Donc, la sécularisation d'une part, ou l'exil au sein de monastères continentaux installés dans le nord de la France. Ce n'est qu'après un hiatus de plus d'un demi-siècle que les religieuses anglaises décident de fonder leur propre couvent en exil. Ces établissements ont la particularité d'être fondés par des Anglaises et pour des Anglaises dans le but de faire persister un catholicisme menacé sur leur sol natal. Au total, 21 couvents, tous ordres confondus, sont établis dans le nord de la France et les Pays-Bas espagnols entre 1598 et la fin du XVIIe siècle. Donc on voit ici les différents ordres qui sont fondés avec une plus large représentation des bénédictines en bleu et aussi des clarisses que j'ai mis en rouge. Donc parmi ces établissements exilés, on retrouve donc 4 couvents de clarisses anglaises, fondés d'abord à Gravelines en 1609, à Dunkerque en 1625, à Aire-sur-la-Lys en 1629 et à Rouen en 1644. Donc la maison mère, c'est celle de Gravelines, et ensuite on a des qui essaimera ensuite donc ces couvents. Donc il est intéressant de noter que l'ensemble de ces couvents sur la carte s'installe dans une même zone géographique. Cette répartition s'explique par la proximité avec l'Angleterre et la présence de différents ports aux alentours, ce qui facilite à la fois leur arrivée sur le continent et les recrutements qui suivront, mais qui faciliterait aussi leur retour en Angleterre, puisque les religieuses anglaises considéraient au départ cet exil comme temporaire. Donc si elles considèrent cet exil comme temporaire, elles ne reviendront en Angleterre qu'au moment de la Révolution française, lorsqu'elles seront expulsées par les révolutionnaires et que l'Angleterre passera le Catholic Relief Act qui leur permet à ce moment-là de se réinstaller sur le sol anglais. Donc durant près de 2 siècles, depuis le continent, les religieuses, bien que cloîtrées, œuvrent pour la survie du catholicisme anglais et la reconversion de l'Angleterre. Aux côtés de leurs coreligionnaires masculins, elles s'engagent dans la mission en recrutant et en formant de nouvelles postulantes, en écrivant de nombreux textes pour diffuser la spiritualité catholique et en priant chaque jour pour les fidèles persécutés sur le sol anglais. Pourtant, leur rôle et leur agentivité ont longtemps été invisibilisés dans l'histoire de l'Angleterre, une marginalisation qui découle à la fois de leur statut de femmes catholiques, d'exilées et de religieuses cloîtrées, donc vivant à l'écart du monde. Toutefois, depuis le début des années 2000, donc c'est assez récent, les chercheurs et chercheuses en Europe et à l'international œuvrent à réinscrire les moniales exilées dans le paysage religieux de l'Angleterre moderne. Donc les études et les projets qui leur sont consacrés ne cessent depuis de se multiplier, apportant des éclairages nouveaux sur ces communautés et des outils également d'analyse qui sont précieux. Ce développement historiographique repose d'une part
repose donc sur plusieurs mouvements historiographiques. Donc, dans un premier temps, amorcé par l'histoire sociale, qui propose donc d'inverser l'approche top-down et de travailler avec une approche bottom-up, qui permet de s'intéresser non plus à l'histoire institutionnelle, mais plutôt à l'histoire des individus. Donc ça a permis de placer la focale sur les catholiques anglais, donc toute la communauté catholique anglaise de cette période, qui avait été largement invisibilisée par un grand récit national protestant. Puis, dans les années 70-80, pour les communautés catholiques, pour les communautés catholiques anglaises, on voit un intérêt se développer pour ces communautés à la fois laïques et cloîtrées. Donc on commence au départ par les laïcs, notamment avec l'ouvrage de John Bossy en 1976, qui, donc, dans son ouvrage, étudie donc, The English Catholic Community, qui étudie dans son ouvrage donc, la communauté des catholiques anglais et qui montre que c'est une communauté qui est extrêmement diverse, au sein de laquelle s'inscrivent ce groupe des religieuses exilées. Et dans son ouvrage, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il montre que ce catholicisme anglais est une forme de système matriarcal. En tout cas, lui, il le considère comme ça, il le qualifie comme ça, Catholicism as a matriarchy, parce que au sein de la clandestinité des réseaux catholiques, les femmes qui évoluaient principalement dans la sphère domestique étaient beaucoup plus à même de faire perdurer cette confession catholique et également en transmettant par l'éducation la spiritualité catholique aux enfants. Donc son étude a mis le focus sur les femmes à ce moment-là, et ensuite, dans les années 90, le cadre historiographique de l'histoire des femmes et de l'histoire du genre a permis donc de structurer d'autant plus l'étude des religieuses anglaises et de leur couvent en exil. Donc ce développement historiographique repose d'une part sur plusieurs travaux donc de spécialistes, comme Claire Walker, qui propose une étude globale du monachisme féminin. Ce sera, il me semble, si je me trompe pas, et c'est la première qui fera une étude globale comme ça. Ensuite, on a Caroline Bowden, puis Laurence Sterritt, qui travaillera sur les bénédictines, Jamie Goodrich, qui travaillera sur les bénédictines, mais ici sur une approche plutôt sur les pratiques d'écriture. Et ensuite, on a James Kelly, qui plus récemment a publié cette étude globale, mais qui vient un petit peu réviser les études antérieures. Donc l'ensemble de ces études ont exploré l'organisation interne des communautés, leur spiritualité ou encore leur inscription dans des réseaux de sociabilité locaux et transnationaux. Donc d'une part, ce renouvellement historiographique repose sur ces travaux-ci, et d'autre part sur des initiatives collectives, comme le projet prosopographique Who Are the Nuns, porté par l'université Queen Mary of London, et qui est piloté par une dizaine de chercheuses et de chercheurs. Donc l'aboutissement de ce projet, mené sur 4 ans, consiste en un outil de recherche qui rassemble les notices biographiques de 3900 religieuses exilées. Donc on peut voir ici comment se présente le site. On a une barre de recherche assez détaillée dans laquelle on peut chercher les religieuses. Et je vous ai mis un exemple ici de notice sur le côté, dans lesquelles on peut retrouver donc, le nom de la religieuse avec son nom de naissance, son nom de religion et des détails biographiques, la date de naissance, la date de mort, quel couvent est-ce qu'elle va intégrer, qui sont ses parents, le statut social également de ses parents, sa date de profession, sa date d'abord d'entrée au noviciat, sa date de profession, etc. Et on a aussi toute une partie très intéressante et qui a dû être assez difficile à mettre en place, c'est donc cette partie-ci sur les liens familiaux entre les différentes religieuses que l'on retrouve dans différents couvents. Donc ça c'est hyper intéressant, ça m'a permis notamment de faire des statistiques sur le degré de regroupement familial en fonction des couvents et en fonction un petit peu des ordres. On retrouve également les sources dans lesquelles apparaissent ces noms-là, des arbres généalogiques et ainsi que des notes, on va dire des variables. Donc ce projet met également à disposition des transcriptions de sources primaires comme des chroniques
ou des registres de profession qui sont disponibles donc, dans la partie publication. Donc mes recherches s'inscrivent dans ce champ particulièrement dynamique et se concentrent autour d'un ordre jusqu'ici peu étudié parmi les couvents anglais, donc les religieuses de l'ordre de Sainte-Claire. Outre l'apport historiographique que constitue l'étude des Clarisses, cet ordre comporte aussi une particularité qui est, avec l'exil, une notion centrale de mes recherches, à savoir leur rapport singulier à la pauvreté. En effet, les religieuses de l'ordre de Sainte-Claire se distinguent des autres ordres, comme les bénédictines ou les augustines, par le vœu de pauvreté absolue qui constitue le principe central de leurs règles. Cet idéal prend avant tout la forme d'un modèle économique qui interdit les possessions individuelles et surtout les revenus fixes, ce qui signifie que la survie du couvent repose exclusivement sur les aumônes, donc parfois des dots ou de l'argent, de la nourriture, des objets offerts par leurs mécènes. Ce vœu de pauvreté et les contraintes qu'il implique font des Clarisses l'un des ordres les plus rigoureux du paysage monastique à l'époque moderne, de surcroît dans le contexte de l'exil. Parmi les ordres très rigoureux de la période, on retrouve également le Carmel, donc les carmélites, et souvent on voit dans les récits de profession des religieuses qui hésitent entre les deux ordres, on voit souvent cette hésitation entre les deux. De ce modèle économique très restrictif découle tout un mode de vie particulièrement austère, auquel s'ajoute un rythme monastique très soutenu, avec peu de sommeil, alternant temps de prière et travaux manuels. Les familles anglaises dissuadent d'ailleurs souvent leurs filles d'entrer chez les Clarisses et leur conseillent d'intégrer des ordres moins difficiles. Donc dans mon travail de thèse, je me suis intéressée aux stratégies de survie et de développement de ces communautés, et plus particulièrement au dialogue complexe entre ce choix de la pauvreté et l'exil. J'ai notamment interrogé la manière dont l'articulation de ces deux notions, donc pauvreté et exil, infléchit l'expérience contemplative des Clarisses anglaises. Mes recherches reposent sur l'exploitation d'un fonds d'archives particulièrement riche, principalement composé de sources manuscrites produites par les religieuses anglaises et ramenées clandestinement en Angleterre au moment du second exil, lors de la Révolution française. Ce fonds comprend des documents de mémoire, comme des chroniques, notamment la chronique de Gravelines et la chronique de Rouen, donc qui se compose quand même de 702 feuillets, elle est en 3 volumes. Et donc elles ont été écrites un petit peu a posteriori, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas écrites jour par jour, mais sont écrites à peu près une vingtaine d'années après la fondation du couvent. Donc les religieuses ont exploité des sources qu'elles avaient écrites elles-mêmes, des récits de fondation, etc., qu'elles ont en quelque sorte compilées, mais ce n'est pas simplement de la compilation, elles les ont véritablement remis en texte pour créer un récit cohérent de leur communauté. Et en revanche, on voit sur la toute fin de la chronique de Rouen que on n'est plus sur un récit qui est travaillé dans son ensemble, mais on est sur un récit qui est écrit année par année. Donc des chroniques, des registres de profession et de décès, mais aussi des documents administratifs comme des plans, par exemple des couvents. Ici, on a un plan des sépultures que l'on retrouve au couvent de Rouen et dans lequel, en fait, les religieuses ont noté le nom de toutes les religieuses et de leur emplacement, en fait, où est-ce qu'elles ont été enterrées dans le couvent. On retrouve également des textes normatifs, donc on va avoir les règles, les constitutions, mais aussi des manuels prescriptifs, des manuels spirituels, donc là on en a 2, et des objets de dévotion, mais aussi des objets d'art et d'artisanat monastique, c'est-à-dire que pour, on va dire, gagner leur vie en quelque sorte, les religieuses réalisaient des créations qu'elles offraient ensuite ou qu'elles vendaient à des mécènes. Donc la diversité de ce corpus m'a permis d'étudier de près le fonctionnement de ces communautés en exil et d'en saisir à la fois l'organisation, les stratégies économiques, les moments de crise, mais aussi les pratiques d'écriture des religieuses et leur spiritualité. Cette communication entend ainsi parcourir certaines de ces thématiques afin d'analyser la manière dont l'exil façonne la vie des Clarisses anglaises. Pour ce faire, nous nous intéresserons dans un premier temps à la manière dont le déplacement concret induit par l'exil reconfigure les modalités d'accès
à la vie religieuse et la notion même de vocation, avant de nous intéresser à la façon dont il induit un cadre de vie précaire que les religieuses se réapproprient à leur avantage. Et enfin, nous examinerons la manière dont cette condition d'exilé rejaillit jusque dans la spiritualité des Clarisses. Donc, contrairement au couvent français qui procède à des recrutements locaux, l'exil sur le continent s'impose pour les Anglaises comme la condition préalable à leur entrée en religion. Le déplacement qu'il implique redéfinit les modalités d'accès à la vie religieuse, à commencer par ses modalités logistiques, avec l'organisation d'un voyage clandestin vers le continent, à la fois dangereux et coûteux. Pour illustrer les contraintes logistiques qui impliquent un tel déplacement, on prendra ici l'exemple de Jane et Margaret Blundell, qui en 1658 font part à leur père, William Blundell of Crosby, de leur souhait d'entrer chez les Clarisses de Rouen. Fervent catholique, il est alors emprisonné à Londres, mais s'affaire tout de même à organiser, depuis la prison, le départ de ses filles. Pour ce faire, Blundell correspond de manière codée avec l'abbesse de Rouen. Il lui demande que ses filles soient placées dans une famille à l'étranger, sous la supervision d'une bonne et honorable dame. Par l'intermédiaire de contacts à Londres, le voyage est planifié et une demande officielle est formulée sous la mention de déplacement professionnel. Une fois sorti de prison, le père accompagne lui-même ses deux filles jusqu'au couvent de Rouen. Dans les correspondances de William Blundell, on peut retracer les grandes étapes de ce voyage qui s'effectue donc au départ de Crosby dans le Lancashire. Ensuite, ils arrivent à Londres où ils embarquent pour Calais et rejoignent ensuite Rouen. Outre les risques encourus par les voyageuses et leurs chaperons, ce voyage n'est pas sans aléas. En témoignent les détails que William Blundell rappellera non sans fierté au souvenir de Jane quelques années plus tard. Dans une lettre, donc on peut lire « When you went from my pool house to Rouen, part of your journey was on horseback, some a little part on foot, the most by coach, and the rest in a tottering bark upon the unstable element of water, not without crosswinds and perhaps a tempest. You may remember, when we came to London, the unexpected death of the greatest person upon the whole earth was the occasion of shutting up the seaport. And you arrived with more merit, by reason of more trouble, than if an angel had taken you up and dropped you in before the gate of the convent. » Le récit de William Blundell révèle donc au lecteur contemporain les risques encourus par ces jeunes filles et leurs familles, qui sont déjà tributaires du contexte politique de l'époque, mais aussi des aléas météorologiques pour mener à bien leur voyage. S'ils sont démasqués par les autorités, Blundell, mais aussi le conducteur du bateau et les individus impliqués dans l'organisation de ce voyage clandestin s'exposent tous à de sévères sanctions. L'ensemble de ces contraintes ne permet donc pas à toutes les Anglaises de prendre le voile. En effet, l'organisation de ce voyage introduit d'emblée une sélection parmi les candidates qui souhaitent rejoindre ces établissements, puisque les familles catholiques doivent non seulement pouvoir assumer ces frais de déplacement qui sont assez coûteux, payer également le montant de la dot de religion, mais aussi disposer d'un réseau suffisamment étendu pour pouvoir organiser ce voyage-là et permettre à leurs filles de gagner le continent sans mettre en péril la sécurité de leurs proches restés en Angleterre. Ces contraintes constituent donc un premier filtre de sélection à la fois sociale et économique, en excluant de fait les familles les plus modestes, incapables d'entreprendre une telle démarche. Dans ce contexte, l'ordre des Clarisses se veut particulièrement attractif pour les familles anglaises, aux ressources limitées, la dot de religion n'étant que de 100 livres, contre 600 à 800 dans la plupart des ordres, permettant ainsi d'élargir le recrutement à des femmes issues de milieux moins fortunés, à qui l'accès au cloître se veut donc plus limité. Toutefois, consciente des enjeux économiques particuliers qui pèsent sur l'entrée en religion des Anglaises, l'abbesse de Gravelines, Mary Gouch, décide d'assouplir cette politique de dot déjà modeste. Dans une pétition qu'elle adresse directement aux catholiques d'Angleterre, elle offre aux familles de recevoir leurs filles sans dot, en échange de quelques aumônes occasionnelles. Son objectif est explicite, elle souhaite, je cite, dédier la maison à ceux qui ont très peu
ou rien du tout. L'initiative de l'abbesse répond à une double logique ici pragmatique. Il s'agit d'abord de réaffirmer l'idéal de pauvreté, mais aussi d'accroître l'attractivité de son couvent dans un contexte, je le rappelle, de concurrence accrue, puisque la plupart de ces couvents se sont fondés à peu près à la même période, et donc tous se font concurrence dans le recrutement des jeunes filles anglaises qui donc d'une part apportent des dots, donc des financements au couvent, mais aussi permettent à ces communautés de se développer. Une analyse des notices biographiques des Clarisses anglaises indique que ces stratégies mises en place par l'abbesse de Gravelines se veulent payantes. En effet, les chiffres montrent que les Clarisses anglaises recrutent majoritairement au sein de la gentry, dans des familles issues des comtés du nord-est et du nord-ouest de l'Angleterre, notamment dans le Lancashire, le Cumberland et le Yorkshire. Donc en comparaison, les bénédictines, qui sont des ordres beaucoup plus dotés, ou les augustines, recrutent plutôt parmi la noblesse ou l'aristocratie, et dans des régions qui se veulent plus centrales. Les régions du Nord, on les retrouve principalement dans l'ordre des Clarisses. Donc ce regroupement de profils socio-économiques similaire n'est pas un hasard, puisque ces comtés reculés du Nord, aussi appelés les Dark Corners of the Land, comptent parmi les régions les plus précaires du pays. Elles ont également la particularité d'être, à cette époque, le creuset de la résistance catholique anglaise et compte un nombre important de familles associées à des actes de rébellion contre la couronne. Parmi ces familles représentées chez les Clarisses, on relève entre autres les familles Rookwood, Yates ou Green, impliquées dans le complot des Poudres de 1605 ou la bataille de Naseby en 1645. Dans la majeure partie des cas, les pères, les frères, les oncles ont été exécutés, emprisonnés ou se sont exilés, laissant derrière eux des foyers fragilisés sur le plan social et sur le plan matériel. Donc pour ces familles considérablement appauvries, la politique de dot des Clarisses rend donc l'accès en religion plus accessible en compensant notamment une partie des frais engagés lors du voyage qui se veut d'autant plus coûteux depuis ces comtés reculés. Toutefois, si ces chiffres reflètent des logiques socio-économiques spécifiques, ils révèlent également l'existence d'un système de recrutement qui est structuré par cet éloignement géographique et qui repose sur des réseaux transnationaux. Dans le cadre de l'exil, l'entrée en religion fait l'objet d'une organisation logistique et financière collective par le biais d'agents de recrutement et de mécènes qui œuvrent entre l'Angleterre et la France. Comme le montre James Kelly dans ses travaux, ces agents sont engagés par les communautés et démarchent directement les familles qu'ils orientent vers un ordre spécifique. Pour faciliter l'entrée en religion, ils endossent le rôle de passeurs et proposent aux familles des arrangements financiers dans lesquels ils contribuent parfois sur leur propre denier au paiement de la dot ou au paiement des frais de voyage. À ce titre, on notera la contribution de William Blundell, qui devient agent de recrutement pour les Clarisses de Rouen entre 1660 et 1685, donc juste après avoir déposé ses deux filles au couvent, il devient agent de recrutement pour les Clarisses. On notera aussi la contribution du jésuite Henry Floyd pour le couvent d'Aire-sur-la-Lys, ou encore celle d'un prêtre séculier à Gravelines qui n'est pas noté, mais qui est mentionné dans le journal de la toute jeune Catherine Window, qui raconte comment est-ce que ces agents, qui montre en fait comment ces agents opèrent auprès des jeunes filles directement. On peut lire « A priest gave me notice of our blessed mother's order and gave me pictures of her and her life to read, which inclined me so ardently to embrace our holy institute, so that at the age of 12, I left my friend and country with such excess of content that all admired it. Only with the instant of parting with my parents and some other dear friends whom I loved extremely, I felt great resentment, but strengthened by God, I went my journey with unspeakable satisfaction. » Donc on voit bien ici comment le prêtre a opéré, il lui a recommandé des lectures particulières, et donc dans tout ce système de concurrence entre les ordres, ces agents jouent un rôle très important sur les flux de recrutement entre les différents couvents. On voit ici aussi
la tension entre l'envie de rentrer en religion et la peur, l'appréhension du déracinement de l'Angleterre pour se rendre sur le continent. Donc en outre, l'ensemble des contraintes induites par l'exil participe à redessiner les contours mêmes de la vocation en lui conférant une dimension d'engagement et de sacrifice plus marquée. Devenir religieuse en exil ne constitue pas une rupture avec l'activisme de ceux restés en Angleterre, mais en apparaît plutôt comme le prolongement. De plus, l'attrait des jeunes filles pour l'ordre de Sainte-Claire et son austérité ne saurait se réduire aux seuls facteurs économiques ou aux logiques de réseau que je viens d'évoquer. Il répond également à une aspiration, à une forme d'intensité religieuse, voire à un idéal de martyr, en cohérence avec l'engagement confessionnel du milieu familial. Chez les Clarisses, on ne retrouve pas seulement des jeunes filles qui viennent de milieux qui sont modestes, on retrouve également des jeunes filles qui payent des dots considérables, donc qui auraient finalement le choix d'aller vers un ordre qui est beaucoup plus facile à vivre. Donc pour les futures Clarisses, le déplacement vers le continent, ses incertitudes, ses coûts et ses risques constituent une première forme d'épreuve qui se prolonge ensuite dans une vie de pauvreté, d'autant plus précaire dans le contexte de l'exil, qui devient, pour ces religieuses, un cadre d'existence. Donc les premières années de ces couvents de Clarisses anglaises sont marquées par une précarité extrême. Celle-ci découle certes du choix de vivre selon l'idéal de stricte pauvreté propre à leur ordre, mais elle tient aussi et surtout à cette condition d'exilés. Alors que les Clarisses françaises s'installent le plus souvent dans des couvents déjà construits, déjà meublés, les Clarisses anglaises fondent elles-mêmes leur propre établissement et assument l'ensemble des démarches administratives que cela implique. Donc il faut d'abord obtenir les autorisations nécessaires à leur installation, puis trouver un terrain pour construire leur couvent et un lieu où s'installer le temps des travaux, mais aussi chercher des financements pour pouvoir payer cette maison de louage temporaire, payer la construction des travaux et payer leur subsistance quotidienne. Éloignées de leur famille, qui sont donc appauvries par les lois pénales, les religieuses ne disposent pas, du moins pas dans un premier temps, d'un réseau de mécénat suffisamment étendu pour pallier ces difficultés. Leur insertion dans le tissu urbain local est d'autant plus délicate que les Clarisses ont reçu l'ordre de l'évêque de ne pas mener de quête dans leur ville d'accueil. Cette précarité, induite par leurs conditions d'exilés, pèse lourdement sur les Clarisses qui doivent concilier les exigences de la vie monastique et ces impératifs matériels nécessaires pour assurer leur subsistance. À Gravelines, par exemple, faute de moyens pour recruter suffisamment d'ouvriers, les sœurs participent elles-mêmes aux travaux de construction de leur couvent. Lorsque les hommes ne travaillent pas, elles se rendent sur le chantier pour y effectuer diverses tâches. On peut lire qu'elles y transportent de l'eau, des gravats, du sable ou des pavés avant de retourner à leurs obligations spirituelles. La chronique évoque un épisode particulièrement difficile où les sœurs doivent évacuer une grande quantité de terre si humide et si compacte qu'elles sont forcées donc de la déplacer à la main. La suite du récit rapporte qu'une jeune novice ne peut retenir ses larmes face à la difficulté de l'entreprise. Cet épisode, qui n'est pas un cas isolé, montre bien comment les religieux se trouvent confrontés à des responsabilités donc, qui dépassent les activités monastiques traditionnelles de la prière et des offices. Et ce cadre de vie donc, très précaire se poursuit une fois qu'elles prennent possession de leur couvent. Donc à Gravelines, malgré 2 ans de travaux, la chronique expose la vétusté et la fragilité de l'édifice qui se compose d'une seule et même pièce et dont les murs sont faits de terre et le toit de paille. Le bâtiment est décrit comme inhabitable en l'état car il n'y a pas de meubles, seulement quelques lits et des couvertures que la chroniqueuse dit ne pas oser décrire tant elles sont en piteux état. Cette précarité matérielle et spatiale influe directement sur la manière dont les sœurs vivent et pratiquent leur spiritualité au quotidien. On peut lire « They performed their office there, and as the daughter was part of the same long room, their beds lay close to one another, as before said, so were obliged, when they kept their meditation, to sit or kneel on their beds, and in bitter cold weather, to wrap themselves in their blankets. »
En outre, parce qu'elles ne perçoivent que très peu d'aumônes, les sœurs ne peuvent pas non plus subvenir à leurs besoins quotidiens. À ce sujet, la chroniqueuse s'étonne. Donc, the greatest miracle of all was the conservation of our health in our poor lodging, most incommodious, I assure you, and our diet truly poor and wanting. Et pour cause, leur repas est décrit dans la chronique. Il se compose d'un peu de lait dilué et de croûtes de pain noir. Ces passages, qui mettent en avant la précarité matérielle des communautés, abondent dans les écrits des Clarisses anglaises, notamment dans leurs chroniques, donc elles produisent quelques années après leur fondation. Si ces descriptions traduisent bien la réalité vécue par les religieuses, on remarque que l'exil et l'instabilité financière qui en découle deviennent des éléments de discours que les moniales instrumentalisent dans leurs écrits pour servir leur idéal de pauvreté. Autrement dit, les Clarisses transforment leur précarité subie pour en faire l'allié d'une pauvreté choisie. Dans leurs écrits, elles présentent le cadre de l'exil et ses contraintes comme une ressource spirituelle, un terreau fertile à l'expérience de la stricte pauvreté. On peut lire à Rouen, they having truly placed and fixed the anchor they hope in God, and therefore feared neither want nor penury, rejoicing in the incommodity of their lodging and poverty of their diet. Leur récit est ici évidemment très hagiographique. Ces difficultés sont l'occasion pour les religieuses de s'en remettre à la providence divine, source du courage avec lesquelles elles affrontent la faim, le froid et le dénuement. Ainsi, par l'écriture, les religieuses ne se contentent pas seulement de décrire une situation matérielle, elles en organisent la signification a posteriori. On le voit ici dans la chronique des Clarisses de Rouen, où la chroniqueuse écrit « The building being all wood and lime like unto an old farmer's house made me particularly remember the holy stable. Everyone embraced their cobwebs, their dust, their ruins, and the wind whistling at every crevice, with thanks that yet he has given us a lodging. » Donc la chroniqueuse note ici qu'à l'exemple du Christ, la communauté née dans un lieu dépouillé, une occasion de rappeler l'humilité de ses consoeurs. Par ses allusions à l'évangile, avec la référence à The Holy Stable, les Clarisses anglaises ramènent donc leur mode de vie qui sort parfois un petit peu du cadre monastique traditionnel. Donc elles ramènent ce mode de vie dans le giron de la norme en le réinscrivant dans une forme de conformité, voire d'exemplarité au regard de l'idéal de pauvreté. En outre, chaque épisode difficile est l'occasion pour les sœurs de rappeler la singularité de leur situation en se qualifiant elles-mêmes donc de pèlerins exilés ou alors de pauvres religieuses bannies et exilées ou encore d'étrangères, faisant donc de leur condition d'exil un élément définitoire de leur identité. Donc jusqu'ici, nous avons vu comment l'exil redéfinit les modalités d'accès à la vie religieuse, puis comment il induit un cadre de vie particulièrement précaire. Et donc dans cette dernière partie, je vous propose brièvement d'explorer la manière dont cette notion même d'exil rejaillit jusque dans la spiritualité des Clarisses et tout particulièrement au moment de la mort. Donc dans les écrits des Clarisses anglaises, le thème de la mort est étroitement lié à celui de l'exil, entendu comme un éloignement spirituel de l'âme avec Dieu et la patrie céleste. Dans ces textes, l'âme de la religieuse est présentée comme un pèlerin errant pour qui le séjour terrestre n'est qu'une étape avant de rejoindre un lieu sacré qui est présenté comme la Jérusalem céleste. Populaire dans les courants du Moyen-Âge, l'image de la Jérusalem céleste représente le lieu que les chrétiens rejoignent à leur mort pour y vivre éternellement près de Dieu. Cette thématique de l'exil de l'âme sur Terre occupe une place centrale dans plusieurs manuels de dévotion des Clarisses anglaises, signe de son importance dans la spiritualité des sœurs. Dans le manuscrit, par exemple, A Pilgrimage to the Heavenly Jerusalem, une série de méditations invite les religieuses à se représenter comme pilgrims and strangers to the world et les incite à méditer longuement sur cette condition d'exilé.
Pour illustrer ce concept de l'âme pèlerin, le manuel mobilise la métaphore du voyageur qui se languit de retrouver sa patrie. La présence dans les archives des Clarisses anglaises de nombreuses copies de ces manuels de dévotion n'est pas anodine. En effet, cette thématique de l'exil de l'âme se veut commune dans la spiritualité monastique. Pour les Anglaises, elle se double d'une signification concrète qui est donc nourrie par leur propre expérience du déracinement. Au sujet des religieuses anglaises, Laurence Luke Stellit et Liam Temple emploient d'ailleurs le concept de double exil, donc entendu à la fois comme l'exil depuis l'Angleterre et cet exil plus spirituel de l'âme avec Dieu. Par le choix de ces méditations particulières, les Clarisses entremêlent ces deux dimensions de l'exil et transforment leur expérience vécue en un support de réflexion spirituelle. Dans un document personnel, écrit par une religieuse dans le cadre privé de sa cellule, donc ce n'est pas un ouvrage collectif ici, on est vraiment sur quelque chose de l'ordre du récit presque intime. Une religieuse donc consigne ses sentiments face à une expérience terrestre qui retient son âme éloignée de la patrie céleste. Elle écrit « Finally, how can I be easy in a world where nothing agree with me, where I find not what I seek, O Lord, because this is not my country ». Et elle poursuit ensuite avec « How long is the time of my pilgrimage? How do I languish to see the end thereof? I have lived long enough. My soul has been a long time a stranger upon earth. Finish my exile and give me entrance into my dear country, which is the heavenly Jerusalem. » Donc ici, la tristesse de l'éloignement, qui n'est pas sans rappeler le récit de la jeune Catherine Window que j'évoquais un petit peu plus tôt. Donc la tristesse de l'éloignement, la lassitude de l'attente et le désir de retour qui sont décrits par la religieuse entrent en résonance directe avec sa réalité quotidienne. Je le disais en introduction, l'installation des religieuses en exil se voulait au départ temporaire. Les sœurs œuvraient chaque jour à la reconversion de l'Angleterre dans l'espoir d'un retour prochain qui arrivera finalement 2 siècles plus tard. Toutefois, chez les Clarisses, et je finirai sur une note un peu plus spirituelle, un peu plus poétique, toutefois chez les Clarisses, la fin de cet exil terrestre s'accompagne d'un autre bénéfice, celui de l'atteinte des richesses célestes. Dans les notices mortuaires des Clarisses, ces dernières exaltent ainsi le moment de la mort où la chair se rompt pour délivrer l'âme de sa prison terrestre et expliquent que la mort opère toute une série de transformations. Les religieuses quittent leur habit monastique, symbole de pauvreté, pour revêtir de somptueux apparats qui sont longuement décrits dans leur richesse. La pénitence devient joie et bonheur, et il n'est plus question de jeûne, mais d'un splendide banquet. Il est intéressant aussi de voir que cette transformation donc, figure dans plusieurs écrits des Clarisses, mais que parfois elles réécrivent des biographies de certaines saintes où ce passage ne figure pas du tout, et elles ajoutent ce passage-là, signe qu'il est important dans la manière dont elles conçoivent ce passage de l'état vivant à la mort. Donc plus qu'une transformation, c'est une série de transactions qui sont à l'œuvre au moment de la mort, et donc chacun des sacrifices endurés lors de cet exil terrestre fait l'objet d'une récompense spécifique. Donc la mort, on peut bien le concevoir ici, se présente quelque part comme un horizon de délivrance. Donc pour les Clarisses, la mort se présente comme un moment donc, de résolution qui met un terme à la fois à une vie de pauvreté et de sacrifice et à cette double errance douloureuse, loin de Dieu, mais aussi loin de leur terre natale. Et donc pour conclure, l'exil, qu'il s'agisse de l'acte de déplacement ou du cadre d'installation des religieuses, façonne plusieurs aspects de la vie contemplative des Clarisses anglaises. Il influence, on l'a vu, les dynamiques de recrutement, contraint la mise en place de leur vie contemplative et s'entremêle jusque dans leur pratique spirituelle de façon presque poétique. Plus qu'une réalité vécue, les sœurs font de l'exil un élément définitoire de leur identité, aux côtés de leur pauvreté, deux caractéristiques qui finalement les distinguent de leurs consoeurs françaises et de leurs consoeurs anglaises.
S'il impose un certain nombre de contraintes, l'exil n'en demeure pas moins un espace d'action. En témoigne l'agentivité dont font preuve les religieux exilés, tant dans leur stratégie économique que dans leur capacité d'adaptation et leur pratique d'écriture. Au fil des pages de leur chronique, les clarisses conservent la trace de leur existence en exil et font du texte un espace d'expression pour donner du sens à leur expérience et dire toute la complexité de leurs conditions de religieuses catholiques anglaises, exilées pour la survie de leur foi et celle de toute une communauté.